Alors, on accueille aujourd'hui avec plaisir l'association végétarienne de France et sa présidente Élodie Vieille-Blanchard. Alors, elle va vous parler, vous allez parler avec elle, de l'alimentation et particulièrement, elle vous expliquera beaucoup mieux que moi pourquoi l'association végétarienne de France, qui est une association qui a pour but d'accompagner la transition alimentaire vers une alimentation non carnée. Je me retourne vers elle, elle valide, donc j'ai bon. Pourquoi donc cette association qui a ce but-là s'intéresse particulièrement à la question de l'alimentation politique? Élodie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis très contente de pouvoir être ici. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. On a encore plusieurs belles conférences. Alors, donc je parle au nom de l'Association végétarienne de France. Qu'est-ce que c'est que cette association? Vous m'entendez bien? Le son est assez fort? C'est une association qui a une vingtaine d'années et on agit effectivement pour stimuler, accompagner une transition alimentaire vers un modèle plus végétal. On est une association qui a plutôt une philosophie végane, c'est-à-dire que pour nous, le monde idéal, ce serait un monde où on n'exploiterait plus les animaux. Maintenant, on est aussi une association pragmatique, et donc on essaie de faire avancer les choses comme c'est possible, où c'est possible, avec les acteurs qu'on peut mobiliser. Donc, que fait cette association? C'est d'abord une association qui fait de la synthèse scientifique et de l'information autour de la question alimentaire. Donc à l'AVF, on a par exemple 2 commissions de spécialistes, une commission nutrition santé à laquelle participe Sébastien Demange qui va intervenir dans 1 heure, et une commission écologie dans laquelle on a des experts de l'écologie qui travaillent sur des rapports, font le bilan des différentes études qui existent et essaient de proposer une information claire, synthétique, sourcée. On distribue aussi un magazine, Alternative végétarienne, qui essaie vraiment de réfléchir aux enjeux autour de la transition alimentaire. Donc on vous présente ces magazines sur la table derrière la barrière là-bas. On est une association de terrain, donc on a une 50aine de délégations en région qui tiennent des tables d'information, organisent des rendez-vous conviviaux, vont à la rencontre du grand public. Voilà, donc un autre de nos pôles, c'est vraiment le pôle accompagné. Donc accompagner, c'est à la fois soutenir les gens qui sont déjà végétariens, véganes, et puis pour qui c'est pas forcément très facile. C'est aussi donner des outils pratiques pour changer d'alimentation. Parce que vouloir changer, c'est une chose, changer concrètement, c'est une autre chose. Donc particulièrement sur les terrains de la nutrition et de la cuisine, on essaie d'être assez présent. On a par exemple une campagne qui s'appelle 1, 2, 3 Veggie. Et dans le cadre de cette campagne, on organise des ateliers cuisine dans 6 régions de France. Un autre pôle d'activité de l'AVF, c'est l'activité d'accompagnement des entreprises, parce que là aussi, si vous voulez manger différemment, il faut aussi que vous ayez à votre disposition des produits différents. Donc on a un pôle entreprise qui notamment certifie les produits végétariens et véganes avec un label qui s'appelle le V-Label, c'est un label européen. Et puis, à travers ce travail de relation avec les entreprises, on arrive à les accompagner pour qu'elles développent des gammes végétariennes, des gammes véganes, pour qu'elles mettent en valeur l'offre végétarienne. Par exemple, si vous prenez le TGV, vous verrez qu'on a certifié une partie de ce qui est servi dans les TGV. Une autre partie de l'activité de l'AVF, c'est l'activité politique. Donc ça a été déjà bien développé, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais enfin, si, je vais revenir là-dessus dans ma conférence, mais on considère que l'alimentation, c'est un sujet politique, et donc il faut qu'on puisse aussi accompagner les acteurs politiques, c'est-à-dire qu'on leur donne des outils, qu'on leur donne des idées, qu'on fasse un travail d'expertise aussi, parce qu'il y a des sujets qui sont très pointus. Donc par exemple, on a travaillé au cours de la dernière année scolaire avec 2 associations qui sont Greenpeace et L214, pour vraiment pouvoir conseiller les acteurs politiques autour des discussions sur la loi agriculture et alimentation. Et victoire, la semaine dernière, un article a été adopté dans le cadre de la loi agriculture et alimentation qui va demander aux cantines scolaires pendant une période de 2 ans de proposer au moins 1 fois par semaine un menu végétarien en option. Voilà, donc ça c'est déjà un très beau succès. Et donc, dernier pôle d'activité de l'AVF, c'est un pôle qui concerne les cantines scolaires. Donc ça, on va en parler aussi.
En fait, pour nous, c'est vraiment un lieu stratégique où on transmet une certaine façon de s'alimenter. Voilà, c'est un service public, c'est vraiment l'alimentation de tous les écoliers, de tous les collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Voilà, c'est vraiment un moyen en fait de proposer une alimentation qui soit plus durable, plus saine, plus éthique. Et donc on développe toute une mission pour pouvoir accompagner les cantines scolaires autour de la proposition de menus végétariens et vegan, parce que c'est pas forcément très facile. Dans cette conférence, je vais revenir sur le sujet du caractère politique de l'alimentation. Je sais que ça a été déjà bien discuté, donc je vais revenir sur différents éléments, sur différents aspects. Je vais traiter de la question de la proposition d'un autre modèle, de la réflexion autour d'un autre modèle, puisque ça, visiblement, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, on peut critiquer le modèle actuel, mais aussi on peut se demander qu'est-ce qu'on peut inventer tous ensemble. Est-ce que ça pose des questions? Est-ce que vraiment ce serait possible d'imaginer un monde sans élevage? Ou est-ce qu'il faut imaginer un monde avec un autre élevage? Voilà, c'est des questions que je vais aborder ici, en m'appuyant sur le travail que j'ai fait pour publier un livre qui est sorti au mois de septembre, qui s'appelle Révolution végane et qui est proposé ici à la table de la librairie. Et enfin, je vais présenter quelques pistes de levier politique pour amorcer et poursuivre une transition alimentaire. Alors, mon assiette est politique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a quelques années, je me rappelle avoir participé à une rencontre politique qui était organisée par des gens qui étaient vraiment soucieux de la transition écologique. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà essayé de mettre en avant cette question de l'alimentation. Et puis j'avais entendu quelque chose comme ça, de la part d'une responsable politique pourtant assez engagée sur le terrain de l'écologie. On va quand même pas dire aux gens ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette. Alors à l'époque, c'est vrai que c'était un petit peu la vision majoritaire, mais depuis, on s'est posé beaucoup de questions sur des aspects de la vie privée qui étaient politiques. On a beaucoup parlé du harcèlement sexuel, par exemple. Vous comprenez bien que si on considère, par exemple, que les rapports de genre, c'est pas politique parce que ça regarde chaque personne dans sa maison, de savoir comment on veut relationner avec les autres, il y a plein de problèmes en fait à ce moment-là qui échappent complètement à la sphère politique. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est déjà politique parce qu'en fait notre alimentation, on voudrait croire que c'est un choix strictement privé, mais en fait notre alimentation elle est très fortement influencée par les politiques publiques. Donc c'est par exemple les recommandations nutritionnelles, je pense que Sébastien en parlera. En fait, entre le travail de l'ANSES, qui fait vraiment un travail de synthèse scientifique, et la proposition des recommandations nutritionnelles, il y a tout un passage, ça passe à la moulinette par exemple du ministère de l'Agriculture, il y a les lobbies qui ont leur mot à dire, et donc ce qui sort comme recommandation nutritionnelle, c'est pas forcément strictement conforme aux connaissances scientifiques. C'est politique aussi parce que, au-delà de ces recommandations nutritionnelles, il y a une loi jusqu'ici qui dit ce qu'on doit servir dans les assiettes des enfants dans les cantines scolaires. Et il y a un groupe de travail qui s'appelle le GEMRCN, qui dépend du ministère de l'économie et des finances, qui définit des grammages, je vais en parler un petit peu plus tard, et de fait qui impose en fait qu'on serve de la viande, du poisson, des produits laitiers, à échéance régulière dans les assiettes des écoles. Donc on nous dit souvent, oh là là, les véganes, vous voulez vraiment imposer votre mode de vie. Et en réalité, jusqu'ici, il faut quand même bien comprendre que c'est vraiment les producteurs de viande, de lait, de poisson qui nous disent ce qu'on doit servir dans les assiettes des cantines. Alors c'est aussi politique parce que le ministère de l'Agriculture, il arrive aussi, par exemple, à travers le Programme national pour l'alimentation, à soutenir certaines productions. C'est politique, bien évidemment, parce que les subventions, c'est quelque chose qui a un impact très fort sur les filières qui sont soutenues, les filières qui vont se développer. Et donc tout ça, ce sont bien évidemment des choix de société. Un exemple significatif, vous avez peut-être suivi la campagne de Greenpeace autour des cantines scolaires. En fait, Greenpeace s'est intéressé au lien, au rapport entre les recommandations nutritionnelles, donc qui viennent du ministère de la Santé, et ce qui est servi dans les cantines scolaires, d'après le GEMRCN, donc ce groupe de travail qui dit concrètement quelle quantité de viande, de poisson, de lait on doit servir dans les écoles. Et en fait, Greenpeace s'est rendu compte que
Alors déjà, comme je vous disais, a priori, les recommandations nutritionnelles, elles ne sont pas forcément complètement conformes aux connaissances scientifiques, mais même ce qui est servi, ça peut être jusqu'à plus de 4 fois supérieur en fait, à ce qui est énoncé dans les recommandations nutritionnelles. Pourquoi ? Greenpeace l'a très bien montré, parce que dans ce groupe de travail, il y avait des représentants du lobby de la viande, du lobby du lait. C'est des gens qui se sont mis autour de la table à un moment donné, qui ont produit des textes, et ces textes, évidemment, sont le résultat aussi des intérêts qui ont été défendus. Alors pourquoi c'est politique ? C'est politique donc parce que c'est influencé par les choix politiques, mais c'est politique aussi parce que ça a un impact sur l'ensemble de notre société. D'abord, il faut bien comprendre que l'élevage, la production de viande, de lait, de produits animaux, ça a un coût très important pour les sociétés. Donc je vais simplement citer quelques chiffres ici, mais on pourra revenir dessus si vous voulez. Le coût de l'élevage aux États-Unis, quand on met bout à bout les subventions, les externalités négatives sur la santé et sur les écosystèmes, ça a été estimé à 400 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, l'éducation primaire et secondaire aux États-Unis, pour l'ensemble du territoire, le budget de l'éducation, c'est 600 milliards de dollars. Donc vous voyez bien que c'est d'un ordre de grandeur qui est équivalent à ce qu'on dépense pour l'éducation. Au niveau de la France, il n'y a pas eu vraiment d'estimation aussi globale qui prenne en compte l'ensemble du secteur, l'ensemble de ses impacts, mais simplement le coût socio-environnemental de la filière lait en France, ça a été estimé par un bureau indépendant qui s'appelle le BASIC à 7 milliards d'euros par an. Et ça correspond à peu près au budget du ministère de la Culture. Voilà. D'autres études ont été faites qui estiment, par exemple, les bénéfices économiques. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on passait tous au véganisme à l'échelle de la planète? Donc il y a un département de l'université d'Oxford qui travaille là-dessus, qui fait beaucoup de quantification et qui essaie en fait de penser ensemble différents aspects, donc l'économie, la santé, l'écologie par exemple. Et donc il a été estimé qu'à l'échelle de la planète, on pourrait économiser 1000 milliards de dollars par an, essentiellement parce qu'on pourrait éviter un certain nombre de maladies chroniques et donc faire de très importantes économies. L'impact écologique de l'élevage, il est très lourd aussi. C'est un impact global. Donc on a parlé des émissions de gaz à effet de serre. Donc les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, elles sont estimées à peu près 15%. Donc l'élevage, ça n'est pas un secteur qui est pris en compte comme tel, par exemple, par le GIEC. Et donc pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, il faut aller chercher dans différents secteurs. Donc par exemple le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'usage des sols, parce qu'en fait il y a des forêts qui sont converties par exemple en culture de soja. En tout cas, à titre de comparaison, les émissions directes du secteur des transports, c'est-à-dire ce qui est issu de la combustion du carburant, pour l'ensemble des voitures, des avions, des bateaux, des camions, à l'échelle de la planète, c'est à peu près 13%, et les émissions de l'élevage, c'est au moins 14,5%. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est supérieur. La déforestation, c'est un phénomène qui est en grande partie lié à l'élevage, notamment dans la région amazonienne, avec des conversions de terres, soit pour créer des pâturages, soit pour produire des monocultures de soja intensives. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très mis en avant, par exemple, dans toutes les discussions autour du glyphosate. Le glyphosate, qui est vraiment un problème de santé publique tout à fait majeur à l'échelle de la planète, c'est quand même un pesticide qui est utilisé majoritairement pour produire du soja OGM, pour nourrir les animaux qu'on va consommer dans les pays industrialisés. Au niveau local, l'élevage, c'est toutes les pollutions, par exemple, aux algues vertes, les pollutions des nappes phréatiques. Ce qui pourrait se passer si l'ensemble de la planète devenait végane, estime qu'en évoluant vers des régimes simplement moins carnés, on pourrait sauver 8 millions de vies par an et économiser 1 milliard de dollars par an. Alors en France, on a encore des repères nutritionnels qui sont hérités de l'histoire, voilà, d'un certain soutien politique au monde de l'élevage. Néanmoins, il y a 1 an et demi environ, les repères nutritionnels, donc qui ne sont pas encore les recommandations nutritionnelles, mais qui sont vraiment issus d'un travail de synthèse scientifique par l'ANSES, qui est l'agence officielle qui travaille sur le lien entre alimentation et santé. Donc ces repères ont drastiquement évolué. Et il faut savoir que les viandes, toutes les viandes, à l'exception de la volaille, sont passées dans la catégorie des produits qui augmentent le risque de maladies chroniques,
tandis que le lait et le poisson sont passés dans la catégorie des produits qui, à la fois, présentent certains bénéfices, mais à la fois augmentent le risque de maladies chroniques. Et par exemple, dans le cas du lait, c'était en raison du risque, du lien bien documenté entre la consommation de produits laitiers et le risque de cancer de la prostate. Voilà. Au moment où ces repères ont évolué, tous les produits végétaux, et en particulier les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales complètes, ont été mis en avant comme des produits dont il fallait maximiser la consommation. Donc c'est vrai que quand on réfléchit à la question de la santé, à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un État, on peut penser en termes de politique médicale, mais on peut aussi penser en termes de politique de prévention. Et dans cette perspective, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré. Alors, dernier aspect, mais pas le moindre, la question de la souffrance animale qui est générée par les modèles actuels. Donc je pense qu'on a bien mis en avant tout à l'heure dans les discussions le fait que les animaux étaient souvent exclus en fait, de la sphère de considération peut-être politique. C'est quelque chose qui a changé récemment. En tout cas, les choix qu'on fait de soutenir un certain modèle agricole, certaines productions, un certain modèle alimentaire, ça a un impact très lourd sur des milliards d'individus, puisque ce sont 3 millions d'animaux terrestres qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs, dans des conditions qu'on connaît bien. La question du sort des animaux dans les abattoirs, elle a été récemment discutée à l'Assemblée nationale, qui a décidé en fait de ne rien changer, par exemple de ne pas imposer des caméras dans les abattoirs, mais en tout cas, il faut bien comprendre que ces choix politiques, ils ont un impact sur des êtres sensibles qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont pas des électeurs, mais qui participent à notre société commune. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans les 10 dernières années, les choses ont changé et que à la fois la condition animale et la question du modèle alimentaire sont entrées en politique. Je présente une photo d'Olivier Falorni ici, qui est à l'origine de la commission d'enquête sur les abattoirs à la suite des vidéos de L214. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau et très encourageant que ces questions puissent être débattues dans l'espace parlementaire. Des prises de position en faveur des animaux ont été exprimées aussi dans le cadre des discussions sur la loi agriculture et alimentation. Et puis je citais tout à l'heure cette mesure qui a été adoptée la semaine dernière en lecture finale à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et la France insoumise a été précurseuse pour penser cette question de la transition vers un modèle alimentaire moins lourd en protéines animales, avec une argumentation très fondée sur l'écologie. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler un petit peu de ce que pourrait être un autre monde, un monde dans lequel on n'exploiterait plus les animaux. Je sais que c'est quelque chose qui peut créer des frictions, des questions, qui peut faire réfléchir, mais aussi remettre en question beaucoup d'habitudes, beaucoup d'aspects de nos modèles de pensée. J'ai pu travailler pendant à peu près 1 an, pendant l'année scolaire dernière, sur un projet de livre qui m'a été commandé par les éditions Duno. Donc il s'agit d'une maison d'édition plutôt universitaire, réputée pour son sérieux. Et en fait, l'objectif, c'était de réfléchir à ce que pourrait être un monde vegan, donc un monde dans lequel on n'exploiterait plus les animaux. Donc pour rappel, quand on veut produire du lait, quand on veut produire des œufs, et de toute façon, il faut faire naître des animaux qui de toute façon vont finir dans les abattoirs. Donc si on veut penser à un monde dans lequel on n'exploiterait plus les animaux, ce serait un monde vegan. Voilà. Moi, j'ai été frappée par le fait que pour beaucoup de sujets de société, je pense par exemple à la production d'énergie, on avait beaucoup de modèles en fait, qui existaient, beaucoup de scénarios, et en fait, ça n'était pas du tout le cas pour la question alimentaire. Donc je me suis dit, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se dire ensemble quel genre de modèle est-ce qu'on veut construire, il faut qu'on ait des scénarios possibles, des modèles alternatifs possibles, et qu'ensuite on dise, je choisis ça, ou je prends ce modèle-là avec plutôt telle ou telle option. Et donc, c'était mon objectif, en fait. Est-ce que ce serait un monde plus durable? Est-ce que ce serait un monde plus paisible? Est-ce que ce serait un monde dans lequel il y aurait plus de chômage? Quels seraient les problèmes qui pourraient se poser? Je vais être obligée d'aller, bien sûr, très très vite, parce que ça a soulevé plein de questions dans plein de directions différentes. C'était en tout cas très stimulant.
et j'espère que ça va susciter des discussions, des débats. En tout cas, un premier résultat qui s'est dégagé de ce travail, c'était la question de l'emploi. Et pour réfléchir à l'emploi et au devenir de l'emploi, par exemple, dans la perspective où on cesserait d'exploiter les animaux, eh ben, j'ai considéré les 3 catégories d'emplois en fait, qui étaient liées au secteur de l'élevage, les emplois directs, les emplois indirects et les emplois induits. Qu'est-ce que c'est que les emplois directs? C'est facile, hein, c'est les emplois des gens qui travaillent dans les élevages. Les emplois indirects, eh ben, ce sont les emplois qui sont dans d'autres secteurs, mais qui sont liés au premier secteur. Donc, par exemple, ce sera les emplois dans les abattoirs, ou ce sera les emplois dans le traitement de la viande, dans l'agroalimentaire qui va transformer la viande. Et puis les emplois induits, en fait, ce sont les emplois qui sont par exemple créés par la consommation des actifs d'un secteur donné. Alors, pour résumer un petit peu ce qui est ressorti de ce travail, tout d'abord les emplois directs de l'agriculture, qu'on produise de la viande, des protéines végétales, en fait, ils dépendent beaucoup du modèle de production, ils dépendent du choix du modèle. Évidemment que si on va vers un modèle intensif, que ce soit pour faire des monocultures de soja ou que ce soit pour faire la ferme des 1000 vaches, on ne crée pas beaucoup d'emplois. A contrario, si on va vers un modèle avec des petites structures, bio, avec une qualité de production, on crée beaucoup plus d'emplois. Voilà. À titre d'exemple, l'association Solagro, qui est une association d'agronomes, et qui a travaillé sur le scénario After 2050, donc un scénario d'avenir de l'agriculture qui est couplé au scénario Négawatt. Cette association a estimé qu'on pourrait créer des emplois à l'horizon 2050 par rapport au scénario tendanciel, et le tout en divisant par 2 la consommation et la production de viande et de produits animaux à l'échelle de la France. Donc tout ça parce qu'on irait justement vers des productions de qualité. Pour ce qui est des emplois indirects, alors évidemment que tous les emplois indirects ne peuvent pas être convertis. C'est sûr que si on n'a plus d'élevage, on va fermer les abattoirs. Mais il y a une grande partie quand même des emplois indirects qui pourraient être convertis. Et ce sont par exemple tous les emplois qui concernent la transformation de la viande qui peuvent tout à fait être convertis en emplois dans la transformation des légumineuses par exemple. Enfin, en termes d'emplois induits, alors là je m'appuie sur le travail d'un économiste qui s'appelle Nicolas Trèche et en fait qui estime que le soutien actuel à l'élevage prive en fait les contribuables d'une somme importante, puisqu'il y a à peu près 16 milliards d'euros par an à l'échelle de la France qui vont soit dans des aides directes, soit dans différents programmes de soutien. Et en fait, si les contribuables continuent à n'avaient pas été dépourvus de ces sommes, ce sont des sommes qui pourraient tout à fait à travers les dépenses, soutenir d'autres secteurs et donc d'autres types d'emplois. Le bilan général de tout ça, évidemment, c'est très compliqué, mais c'est qu'on peut tout à fait imaginer, en tout cas, de créer de l'emploi en allant vers un autre modèle agricole. Un autre résultat très important en fait, qui a découlé de mon travail, c'est que en passant à un modèle qui n'exploiterait plus les animaux, on pourrait récupérer beaucoup de terres agricoles. Donc ça, c'est issu d'une étude néerlandaise à l'échelle de la planète et qui s'est demandé qu'est-ce qui se passerait en termes d'usage des sols si on passait à un modèle uniquement fondé sur les protéines végétales. Et donc vous voyez qu'on arrive à diminuer, je ne sais plus, divisé par 5, quelque chose comme ça, les surfaces agricoles qui sont nécessaires. La conséquence, elle est très importante. Enfin, on peut réfléchir à ce qu'on ferait de ces terres, mais en tout cas, cette étude a estimé que si on utilisait les terres récupérées pour créer des puits de carbone, donc par exemple en reforestant massivement la planète, on pourrait réduire très très drastiquement le coût des politiques climatiques. Parce qu'en fait, ces politiques climatiques, elles auraient beaucoup moins besoin de s'appuyer sur des changements technologiques qui sont très coûteux. Et en fait, elles pourraient s'appuyer beaucoup plus sur des reconversions d'usage des sols qui pourraient capter beaucoup de carbone. Et donc, ce qui a été estimé, c'est qu'on pourrait diviser par 5 le coût des politiques climatiques pour les sociétés. Donc, politiques climatiques qui permettraient d'éviter un réchauffement au-delà d'un seuil qui serait dangereux. Une autre proposition, enfin peut-être une proposition associée d'ailleurs, ce serait vraiment d'envisager du réensauvagement
d'envisager d'arrêter de vouloir contrôler absolument tous les espaces de la planète et de repenser complètement notre rapport à l'espace, ce qui pourrait impliquer aussi des bénéfices très importants en termes de biodiversité. Donc c'est quelque chose qui est bien développé par un écologiste anglais qui s'appelle Georges Monbiot, que je présente ici. Et puis juste un petit point, parce que c'est un point qui est associé. En fait, on considère souvent, et on entend beaucoup ça, et on en discutera certainement après cette intervention, que les prairies, c'est formidable, par exemple, pour capter du carbone ou en termes de biodiversité. Alors, sur la biodiversité, c'est très, très controversé, et c'est difficile d'avoir des chiffres. Sur ce qui est de la possible compensation des émissions de gaz à effet de serre, en fait, en 2017, le FCRN, qui est un institut de recherche associé à l'université d'Oxford, a pour la première fois compilé plusieurs centaines d'études sur la capacité des prairies justement à séquestrer du carbone. Et le résultat, c'était que cette capacité à l'échelle de la planète, elle était en fait infime. Pourquoi est-ce qu'elle était infime ? Parce que le potentiel, c'était donc de compenser entre 20 et 60% des émissions issues des systèmes de pâturage. Mais si on ramène ça à l'élevage total, ça fait seulement entre 4 et 11%. Et si on ramène tout ça aux émissions d'origine humaine, c'est seulement entre 0,6 et 1,6%, donc quelque chose de très réduit, en sachant que de toute façon, quand on met des animaux sur ces prairies, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre, donc vraisemblablement qu'une forêt dans laquelle il n'y a pas d'animaux qui en plus émettent du méthane, ça capterait du carbone sans en réémettre. Penser à un monde vegan, ce serait aussi l'occasion d'inventer d'autres relations avec les animaux. Ça, c'est un sujet qui est vraiment balbutiant. C'est un sujet sur lequel on se pose beaucoup de questions, mais je sais qu'il a été abordé tout à l'heure. Je suis consciente que c'est un sujet sensible, que ce n'est pas forcément très facile, mais je vous présente une actualité qui a été relayée, par exemple, je crois que c'était au mois de septembre, donc une association de l'Aisne, du département de l'Aisne, qui propose de mettre à disposition des gens qui ont des terrains, des moutons. Voilà, qu'est-ce qu'ils font les moutons ? Tout simplement, ils entretiennent les paysages, mais ce sont des moutons sur lesquels on ne va pas prélever du lait, de la viande, de la laine. Ce sont tout simplement des moutons qui vont, avec lesquels on va développer une relation de coopération. Voilà. Zoopolis, c'est un livre qui a été écrit par 2 philosophes canadiens et qui réfléchit à ce que pourraient devenir nos relations avec les animaux dans un monde où on arrêterait de les exploiter. Il y a plusieurs pistes, mais l'idée c'est vraiment de repenser radicalement ces relations sans pour autant faire cesser ces relations avec les animaux. Moi, c'est vraiment quelque chose que je défends et auquel je crois. Je crois qu'aller vers un monde vegan, ou vouloir en tout cas tendre dans cette direction, c'est une occasion de repenser beaucoup d'aspects de nos sociétés. C'est une occasion de réfléchir à notre positionnement vis-à-vis du vivant, c'est une occasion de repenser la gastronomie, c'est une occasion de repenser aussi des processus de production. Donc par exemple ici, on a un sac à main qui est produit avec du pignatex, c'est du cuir d'ananas, donc il y a plein de filières qui se développent. C'est aussi une dynamique qui stimule un travail créatif, le travail d'artiste, par exemple l'artiste Invader ici. Alors, quels sont les freins, en fait, si on veut aller vers un tel modèle ? Ce sont des freins qui relèvent beaucoup de la culture, de l'attachement. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut nier. Je crois qu'on s'en rend compte ici. On est dans un territoire rural. Moi-même, je suis petite fille d'éleveur. Je comprends l'attachement qu'il peut y avoir à des paysages, des produits, des habitudes, des filières. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux autour de la ruralité. Donc là, je ne vais peut-être pas les détailler, mais on pourra en parler plus tard. Mais je crois que vraiment... on est capable de penser des transitions dans d'autres domaines. On est capable de se dire, tiens, peut-être qu'il faut complètement fermer les centrales nucléaires et passer à autre chose. Et je trouve que c'est stimulant d'être capable de réfléchir aussi à notre rapport aux animaux, à notre rapport à l'alimentation, et se dire, peut-être qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles. Et si on met ces modèles, si on les explicite, si on y travaille, on peut proposer différents scénarios, on peut proposer différents modèles et réfléchir tous ensemble à ce qu'on veut. Et je crois que le pire, en fait, c'est justement de n'avoir aucun modèle et d'être dans des espèces de fantasmes sur ce que ça pourrait être ou ce que ça pourrait ne pas être. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment travailler de manière explicite pour avoir des données et puis des pistes. Alors, quel levier politique pour initier un tel changement de modèle ? Après vous avoir présenté tout ça, j'imagine bien que ça soulève beaucoup de questions.
Mais je pense qu'il y a des objectifs sur lesquels on devrait pouvoir tous se mettre d'accord. C'est-à-dire que même les gens ici qui soutiennent un certain type d'élevage, il me semble qu'ils pourraient être d'accord pour que, par exemple, on ferme les élevages industriels. Je veux dire, là-dessus, on peut être tous d'accord. Après, on peut se dire, est-ce qu'on va plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Mais je crois que là-dessus, il ne devrait pas pouvoir y avoir de controverse possible. Sur la perspective, par exemple, de diviser par 2 la consommation de produits animaux, ce qui nous amènerait à un niveau bien supérieur à la consommation de viande, par exemple, de l'avant-Seconde Guerre mondiale, je crois que là aussi, on devrait pouvoir se mettre d'accord. En fait, il y a une campagne internationale qui s'appelle 50 by 40, qui est initiée par une association végétarienne allemande. Et en fait, l'objectif, c'est que un collectif d'acteurs associatifs, industriels, politiques se mettent d'accord sur cet objectif. Donc je crois qu'on doit être capable d'avoir peut-être des modèles qui vont plus loin, mais on doit être capable aussi de dire, mais aujourd'hui, même si on n'est pas tous d'accord sur l'objectif final, là-dessus, on est tous d'accord, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, très rapidement, actuellement, on n'a pas vraiment le choix de manger comme on mange, puisqu'il y a beaucoup d'obstacles, en fait, quand on veut aller vers une alimentation végétarienne et végétalienne. La première chose qu'on pourrait faire, je crois, c'est lever ces obstacles. Pour l'instant, cette évolution, elle est empêchée. Pourquoi elle est empêchée? Par exemple, parce qu'il y a un décret, comme je le disais tout à l'heure, qui impose les protéines carnées dans les écoles. Je ne sais pas encore si la nouvelle loi agriculture et alimentation elle va s'opposer, enfin j'ai pas très bien compris si ça aurait des conséquences sur ce décret, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être discuter plus tard. Une autre piste, ce serait de produire des recommandations nutritionnelles qui soient vraiment fondées sur l'état des connaissances scientifiques, qui soient produites par des scientifiques indépendants, que les lobbies n'aient rien à dire sur ces recommandations nutritionnelles, et rien que ça, ça permettrait de pouvoir présenter l'alimentation végétarienne et végétalienne comme dans de nombreux pays, comme une alimentation tout à fait saine, viable, adaptée à tous les âges de la vie. La deuxième piste, c'est une piste qui concerne les subventions, les aides, mais aussi la fiscalité, soutenir des pratiques agricoles qui soient éthiques et durables. Alors actuellement, les filières qui sont les plus subventionnées, ce sont les grosses productions céréalières, mais aussi les élevages de bovins, que ce soit les bovins lait ou les bovins viande. Il y a des raisons historiques à ça, il y a des raisons qui sont liées à la situation en France dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'en tout cas, et ce qui est montré, c'est que même à l'intérieur de ces filières, souvent, les fermes qui reçoivent le plus d'aide, ce sont les fermes qui ont les pratiques les moins durables. Donc là, je crois qu'il faut être capable aussi de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce dispositif qu'est la politique agricole commune, et j'espère qu'on pourra en parler dans la préparation des élections européennes, et qu'est-ce qu'on veut soutenir vraiment comme pratique agricole. On peut aussi travailler à l'échelle d'un État pour soutenir les installations, pour favoriser des reconversions, mais aussi pour initier une formation agricole dans des productions végétales qui soient durables. Je pense par exemple aux légumineuses qui font l'objet d'intérêt, par exemple, de l'INRA, parce qu'elles ont beaucoup de bénéfices nutritionnels, mais aussi écologiques. Troisième piste, je crois que la transition alimentaire, il faut vraiment qu'elle puisse être intégrée dans les politiques écologiques. Alors par exemple, dans le plan climat de la ville de Paris, il y a un objectif de réduction de la part des protéines animales. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas du tout généralisé, mais on peut tout à fait imaginer d'avoir des objectifs nationaux et se dire à l'échéance, telle année, on veut réduire de tant % par exemple la consommation de protéines animales. Enfin, dans le dispositif actuel de taxation qui est lié à la stratégie nationale bas carbone, il y a des gaz qui sont exemptés de la taxation. C'est par exemple le méthane entérique, le méthane qui est issu de la rumination des bovins, sans aucune raison en fait qui justifierait qu'on exclue ce gaz, puisque c'est un gaz qui a un potentiel de réchauffement très important, et c'est un gaz sur lequel il faut agir aussi si on veut lutter contre le dérèglement climatique. Quatrième piste, s'appuyer sur les marchés publics. Donc c'est vraiment sur cet objectif que repose tout ce qui concerne les cantines, donc développer les options végétales dans la restauration collective, mais aussi mettre en place des menus végétariens pour tous à échéance régulière, par exemple hebdomadaire, bi-hebdomadaire. On sait que c'est un formidable outil d'éducation
à une alimentation durable. Et enfin, je crois qu'il y a vraiment tout un rôle aussi de l'économie, stimuler la production et la consommation de protéines végétales. Donc ça peut passer par stimuler la recherche et l'innovation autour des protéines végétales, mais ça peut passer aussi par des campagnes d'information et de promotion autour des protéines végétales. J'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais un petit peu.